Si on laissait au chemin le loisir de se raconter, c'est sûr qu'il parlerait et qu'il nous emmènerait par exemple le long de l'Ourthe, depuis La Roche vers le barrage de Nisramon et aussi vers ce canal abandonné de Bernistap. Alors, suivons-les. Depuis l'Antiquité romaine, les habitants de nos contrées ont cherché à pénétrer facilement au cœur de l'Ardenne et d'établir une liaison navigable du bassin de la Meuse au bassin de la Moselle et par là vers le Rhin. Aujourd'hui, nous vous proposons, au travers des paysages de la vallée de l'Ourthe, de retrouver le cours de la liaison Meuse-Moselle tel qu'il aurait dû être dans le projet conçu par Guillaume Ier, roi des Pays-Bas et de Belgique, dans les années 1828 à 1830. Il crée à cet effet la Société du Luxembourg, dont il est le principal actionnaire et qui est chargé d'exécuter les travaux. Le projet audacieux fut mis en chantier, mais jamais terminé. Aux abords de la Roche en Ardenne, où commence notre voyage, l'Ourthe a creusé son lit en une forte entaille séparant le plateau des hauteurs de Baussin et celui du village de Ciel. Dans ce village, nous trouvons des habitations et fermes du type ardennais, avec leurs dispositions caractéristiques. Étables et granges disposées en ligne, ou habitations au toit d'ardoise à rejet d'eau en coyot, peu fréquent ici. Maisons construites en grès bien taillé, à décor en fer forgé, et encadrement de fenêtres en pierre dure, voisinant avec d'autres plus anciennes, en pisé et colombage. En descendant vers la vallée, nous rejoignons l'Ourthe à La Roche, petite ville animée qui aurait pu l'être par l'essor commercial apporté par le canal. Aujourd'hui, elle vit en partie du tourisme, entre autres de l'attrait de son château médiéval construit sur ses hauteurs. Ce château a été érigé sur l'emplacement d'une maison royale de Pépin le Bref qui y séjournait volontiers lors de parties de chasse dans la noire forêt voisine. Transformé, détruit, reconstruit, il fut racheté par l'État en 1852. De La Roche à Maboge, le cours de l'Ourthe est calme et régulier. La vallée en pente relativement douce, la canalisation et la construction d'un chemin de halage auraient été faciles.
Mais un peu plus loin, l'Ourthe s'encaisse fortement et se prend à caracoler en de nombreux méandres peu propices à un voyage rapide. Pour raccourcir la durée du voyage et faciliter la navigation, il était prévu 2 percements, l'un de 123 mètres à la hauteur de Chesley et l'autre de 83 mètres au rocher du Héroux. La navigation de l'Ourthe canalisée pourrait avoir lieu par tout temps, excepté dans les très fortes crues avec un tirant d'eau d'1 mètre. Sur le plateau dominant les bois de la vallée, le petit hameau d'Olomont a pu conserver la quiétude de son passé. D'après la tradition, sa petite église, érigée en tour carrée au chevet, date des années 1015. Par une route en lacet, nous arrivons au barrage de Nice-Ramon. Cet ouvrage d'art a été créé dans les années 60 et a pour fonction de régulariser le cours de l'Ourthe et de fournir une part d'électricité à la région. Il forme un plan d'eau s'étendant jusqu'au confluent des 2 Ourthes. La navigation depuis Liège jusqu'aux 2 Ourthes aurait pu se faire en 4 jours avec un bateau de 15 tonnes. Par la route des plateaux, sur la rive gauche de l'Ourthe, nous passons par Erlinval. Petit bourg rural qui nous fait voir ces maisons peintes en blanc qui atténuent quelque peu la rudesse de la construction en schiste. 4 siècles de piété nous laissent ici le témoignage de cette chapelle de grès et d'ardoise. À Mousny, les Blancs Cailloux, un site étrange où de curieux mégalithes de quartz blanc poussés hors du sol seraient, selon une légende, tout ce qui reste d'un troupeau de moutons, de son berger et de son chien. Ils furent changés en pierre parce que le berger, méchamment, refusa un peu d'eau à un pèlerin passant par là. Ce pèlerin était le Christ. Toujours par la route du plateau, on redescend enfin au confluent des 2 Ourthes, à Angreux, où se trouve un centre de l'ADEPS qui propose classes de plein air aux enfants, sport et marche aux adultes. A été tracé par des Espagnols en 1960. À ce moment-là, le tracé a été effectué par le service des barrages. Maintenant, le sentier appartient aux eaux et forêts. Nous avons des raisons pour demander que le groupe reste ensemble, surtout les enfants. On ne progresse pas trop vite, on reste derrière le moniteur. Sauf pour les spécialistes, n'est-ce pas? Et alors on vous laissera au barrage et on va chronométrer votre temps. Si vous le faites en 40 minutes, je crois que ce sera fort bien. Le confluent des 2 Ourthes, dont l'aspect a été profondément modifié par la construction du barrage de Nice-Ramon, qui a surélevé les eaux, permet de se rendre compte de ce qu'aurait pu être l'Ourthe navigable si la liaison Meuse-Moselle s'était réalisée. Un plan d'eau parfaitement navigable, sur lequel des barges à fond plat d'environ 20 tonneaux, tirées par un cheval, auraient transporté du minerai de fer, de la chaux, de la faïence, des harengs et morues de Hollande, du vin, de la laine, du marbre de nos carrières, de l'eau de vie, des fromages et tant d'autres produits utiles ou agréables à l'échange entre les Ardennes, les Pays-Bas, le Grand-Duché.
D'ici à Oufalise, 14 écluses étaient prévues. À Bonnerue, hameau groupé dans un pli du plateau, on quitte définitivement les hauteurs pour glisser sur le pont de Rancihuet, qui tire son nom du celte Rennen, couler, et Huet, le gué. La vallée permet à nouveau la construction d'un chemin de halage et la construction d'une route que nous suivons. Oufalise, nichée dans une boucle de l'Ourthe et s'accrochant au flanc de la vallée, aurait aussi été une importante halte portuaire sur le canal Meuse-Moselle. Cette petite cité, comme beaucoup d'autres dans la région, a souffert de l'offensive des Ardennes en 1944. Elle fut aux 3/4 détruite. L'église fut épargnée et on peut voir rassemblées dans l'ancien cimetière de belles dalles funéraires en ardoise. On peut y voir le monument rappelant que Jules Reimakers, peintre de l'école de Tervuren, finit ses jours ici. En amont d'Oufalise, la liaison Meuse-Moselle devait quitter l'Ourthe et emprunter un tracé entièrement artificiel vers le ruisseau de Tavigny. La chute de niveau de 170 mètres séparant Oufalise de Bernistap devait être rachetée par la construction de 37 écluses, en plus des divers barrages et biefs. On imagine ainsi l'ampleur des travaux que proposait la construction de cette liaison. Tavigny, aux abords du canal de Bernistap, est un petit village aux origines fort anciennes. Il est groupé autour de l'église Saint-Rémy. Son château servit de siège à la Compagnie du Luxembourg, maîtresse des travaux de creusement du canal de Bernistap. Que Tavigny est connu comme place forte, le château est connu comme place forte depuis la plus haute antiquité. C'est probablement primitivement une partie d'établissements romains qui sont si nombreux dans la région, n'est-ce pas? Alors, nous avons les derniers documents qu'on connaît sur l'origine et sur le donjon qui existait seul au IXe siècle, se trouvent actuellement à Coblence. Et ils étaient avant détenus par les moines de l'abbaye de Prüm. Les moines de l'abbaye de Prüm possédaient, en somme, le territoire de cette région-ci, jusqu'à Bastogne et au-delà, à cette époque-là. Et alors, il a été transformé en place forte à partir du XIe siècle déjà, n'est-ce pas, par une famille de Tavigny, dont on n'a plus de traces actuellement, donc qui a certainement existé. Puis il a été habité par la famille Douren. Les Douren ont été établis ici comme seigneurs, ça a été reconnu comme seigneurs, et ne dépendaient plus que du souverain du pays. Ils étaient tout à fait indépendants, et ils avaient cours de haute et basse justice ici à Tavigny. Ils ont habité Tavigny jusqu'en 1810. Alors, ensuite, ça a appartenu à la famille Orban pendant une bonne centaine d'années. Avant nous, ça a appartenu à Orban pendant une bonne centaine d'années, ayant toujours des locataires. Alors, c'était en somme habitable et c'était très bien restauré. Malheureusement, la guerre est arrivée en 40 et en 45, alors que nous pensions avoir échappé à tous les malheurs, l'offensive des Ardennes est venue complètement
saccagé Tavigny, d'énormes dégâts à la toiture qui a été véritablement transpercée, n'existait plus, ni porte ni fenêtre, et puis tous nos meubles ont été brûlés parce que nous avons eu le malheur d'avoir la boulangerie allemande ici dans la cour qui a employé tout le bois de chauffage des habitants et de nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors les Allemands, pour subsister un peu, se faire un peu réchauffer et faire à manger, ils ont brûlé les meubles. Nous voici à la ferme de Bernistap. C'est ici que nous trouvons un long plan d'eau insolite de 1350 mètres et qui s'arrête là. Ce sont les vestiges de la construction du canal. Travaux visibles commencés en 1825 sous la direction de l'ingénieur De Peut, qui connaissait bien la région pour y avoir été receveur des Axes à Wiltz. C'est à Buret, entre deux ravins abrupts, qu'est creusée la partie la plus spectaculaire du canal. C'est l'endroit où les travaux furent les plus durs. Il s'agissait en effet de franchir par un tunnel la ligne de crête faisant le partage des eaux des deux bassins, celui de la Meuse et de la Moselle. Nous nous trouvons sur le site de Bernistap, donc un lieu qui devait permettre le passage pour de petites péniches du bassin de la Meuse au bassin du Rhin, en empruntant le Clerf, la Wils, la Sûre, la Moselle et finalement le Rhin. Ces travaux, qui avaient été ordonnés par Guillaume d'Orange, ont commencé vers 1827. Les événements de l'indépendance belge ont stoppé ces travaux. L'entretien de ce qui avait été réalisé a été poursuivi jusqu'en 1833 et finalement tout a été abandonné. Ça a été construit entièrement à la main, du moins pour l'extraction. Mais on utilisait quand même pour les roches assez dures des cartouches de poudre noire. C'est des cartouches en cuir qui se détérioraient uniquement par la couture, ce qui leur donnait la possibilité d'être récupérées par la suite et recousues, d'être ainsi utilisées plusieurs fois. La partie accessible fait 440 mètres environ, mais la partie accessible sur l'eau fait 340 mètres. Ensuite, on sort de l'eau, on peut poursuivre environ une bonne centaine de mètres avant de rencontrer un bouchon. Et ce bouchon est constitué par le remblai d'un puits d'extraction du tunnel. Mais de l'autre côté du puits, ça continuait sur environ 400 mètres. Le tunnel terminé devait atteindre une longueur de plus ou moins 2250 mètres. Il devait aboutir à Hoffelt, au Grand-Duché actuel. De l'autre côté de la crête, à Hoffelt, au Grand-Duché, bien que le tunnel n'ait pas été creusé de ce côté, les traces de terrassement du canal sont encore visibles. Mais nous ne verrons jamais réaliser ce canal de 262 km qui devait, au travers de l'Ardenne, relier Liège à Wasserbillig et de là vers le Rhin, et qui avait déjà coûté plus d'1 million de francs, 1830. Notre promenade rejoint maintenant La Roche, son point de départ. C'était Les Chemins racontent d'après un itinéraire de Jean Mailly, image Michel Defru, son Jean-Paul Géal, Vincent Verhaeren, montage Willy Botteldorn, mixage Michel Stiernon, Jacques Lys, illustration musicale André Colson, texte dit par Philippe Geluc, réalisation Jean-Pierre Delmarcel, une émission du service Enquête du Centre de production de Bruxelles.